Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés, des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Je m'appelle Anthony et c'est un plaisir pour moi de vous accueillir chez moi. Petite parenthèse, mais c'est toujours la même intro. Est-ce que c'est pas chiant franchement? Faudrait peut-être que je pense à innover et à changer un peu cette intro, je commence toujours pareil. Bonjour tout le monde. En tout cas, j'espère que vous avez la forme, que vous passez une bonne semaine et que la semaine dernière fut bonne également. Que vous avancez toujours un peu plus vers vos projets, que vous êtes meilleur que la personne que vous étiez la semaine dernière. C'est l'objectif. Et pour moi, les amis, la semaine dernière, c'est pas passé grand-chose. On peut pas avoir des semaines de dingue toutes les semaines. Mais ouais, c'est pas passé grand chose pour moi. Malheureusement, j'ai toujours pas eu de retour par rapport au projet que je vous parle depuis tant d'épisodes. Et j'ai toujours pas eu de retour. Donc je pense que ça y est, hein, c'est un peu cuit dans l'œuf. Donc ça m'apprendra. Ça m'apprendra parce que j'ai attendu la fin d'année où je sais que c'est plus compliqué. Et voilà, hein. Il faut assumer maintenant. C'est pas grave, on reprendra en 2021 je pense. En 2021 on commencera vraiment à démarcher fort dès le début d'année pour être dans les premiers dossiers bancaires qui vont passer. Et puis voilà, faut jamais rester sur une défaite, on remet la bataille à plus tard. Sinon, à part ça, les amis, qu'est-ce que je peux vous dire? Ah ouais, je voulais vous remercier aux personnes qui me font des retours sur Instagram. Donc franchement, merci beaucoup. Vraiment, ça me touche. Quand je reçois un petit DM sur Instagram et que je lis que le podcast il est hyper cool, que j'apporte de la qualité, etc. Donc ça me fait vraiment plaisir. Merci. Gros big up à vous, aux personnes qui se reconnaîtront. Et pour les autres, les amis, envoyez-moi aussi un petit DM, hein, et puis je vous remercierai aussi. Non, vraiment, franchement, ça me touche, ça fait plaisir. Et je me dis que voilà, je fais pas ça pour rien. Et du coup, ça me remotive, ça me booste, tu vois. Et franchement, ça fait hyper plaisir. Sinon, à part ça, les amis, je voulais vous parler d'un livre. Alors, c'est pas du tout le sujet du podcast, je vous rassure. Je voulais vous parler d'un livre qui m'a été recommandé par un auditeur. Donc, merci. Le livre, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Franchement, hyper bien. Alors, c'est pas un livre business à proprement parler. On est vraiment sur du dev perso. C'est sur du mindset, etc. Franchement, c'est un livre énorme. Franchement, c'est énorme. En gros, c'est l'histoire de Santiago, un jeune berger espagnol. Et en fait, il fait un rêve et il voit que dans son rêve, il y a un trésor qui l'attend enfoui au pied des pyramides en Égypte. Et en fait, en gros, il entreprend un voyage et puis en gros, il rencontre un alchimiste, etc. Et il apprend à écouter son cœur, etc. Et puis à vivre sa légende personnelle, etc. Franchement, hyper top. Et en plus, c'est pas un livre énorme. Je vous dis pas de bêtises, il y a exactement 190 pages. Et vraiment, il se lit, ça se boit comme du petit lait. 190 pages, je les ai lus en 2 soirées. Il est vraiment bien écrit. Et vraiment, franchement, au niveau développement personnel, c'est un très bon livre. Donc vraiment, je vous le conseille.
En plus, il coûte vraiment pas cher. Franchement, si vous l'achetez d'occasion, il est à 5,60 €. Donc en occasion, il doit être encore moins cher. 5,60 €, franchement, les amis, pour 5 euros, vous pouvez pas vous priver de ce livre-là. C'est interdit. Interdit. Donc franchement, L'Alchimiste, Paulo Coelho, je vous le conseille, c'est vraiment une tuerie. Et voilà, j'en finis avec cette petite parenthèse livre et j'enchaîne directement avec la promotion du podcast. Les amis, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Sur Instagram, c'est Anthony, A-N-T-H-O-N-Y, le tiré du bas, underscore, T-H-R-D. Anthony-du-bas THRD sur Instagram. Vous pouvez m'envoyer un DM comme les gens l'ont fait pour me remercier. Ça me fera hyper plaisir. Mais vous pouvez aussi m'envoyer un DM si vous avez une problématique, si vous avez une question sur l'immobilier. Ça sera avec grand plaisir que je prendrai le temps d'y répondre. Comme je le fais aux personnes qui me contactent. Également, je compte sur vous pour faire référencer ce podcast. Vraiment les amis, j'ai vraiment besoin de vous. Le référencement du podcast, j'ai aucune action dessus, c'est vraiment vous. En gros, moi je dois bosser, je dois faire les épisodes et c'est vous qui notez. Si vous notez pas, c'est comme si vous mettez un 0, ça vaut que dalle. Donc vraiment les amis, j'insiste, si vous pouvez, peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, on est disponible partout. Spotify, Deezer, Acast, enfin toutes les plateformes de podcast, on est dessus. Et Apple Podcast, bien évidemment. Si vous pouvez liker les épisodes, mettre un 5 étoiles et pourquoi pas une petite review, parce que j'ai vu que sur Apple Podcast, j'ai eu une review. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Et il n'y en a pas assez. Franchement, il n'y en a pas assez, les amis. Récompensez-moi un petit peu. Voilà, j'en ai fini pour cette petite parenthèse promotion et on commence directement avec le sujet du jour. Alors le sujet du jour les amis, j'ai choisi comment débuter en immobilier. Alors vraiment c'est un sujet qui va peut-être pas intéresser beaucoup de monde parce que je sais qu'il y a des auditeurs qui sont déjà bien lancés dans l'immobilier, mais il y a aussi des débutants. Il y a aussi des débutants et le podcast est fait aussi pour ces personnes-là. Donc je voulais vraiment aussi avoir un sujet vraiment basique. Donc comment débuter en immobilier? Eh bien déjà les amis, comment débuter en immobilier? Je vous le dis, c'est moins difficile que ça en a l'air. Vraiment, c'est pas du pipeau. C'est moins difficile que ça en a l'air, mais le problème c'est que derrière ça, il faut être motivé, important. Il faut avoir le bon mindset, pas le mindset qu'on a quand on sort de l'école ou qu'on est dans la rat race. Il faut bien se préparer. Et vraiment tout ça, c'est accessible à tous. Une personne qui a 18, 20 ans, moi je vous le dis, vraiment, moi je regrette une chose, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Alors dans la vie, il ne faut pas avoir de regrets, il faut vivre avec et assumer ses responsabilités. Mais vraiment, si j'aurais su, j'aurais commencé plus tôt. C'est une des choses que, si je devrais changer quelque chose, ça serait ça. Je commencerai beaucoup plus tôt. Parce que là, à l'heure actuelle, j'aurais eu encore plus de capital amorti, tu vois. Donc voilà. Alors j'ai découpé cet épisode en plusieurs, entre guillemets, conseils. En plusieurs conseils. Et on va commencer tout de suite par le premier conseil que je peux vous donner. Le tout premier, c'est la première opération, elle est vraiment primordiale. La première opération, on va dire vraiment, c'est le ciment, c'est la base, c'est les fondations de la maison. Toi, tu veux construire une tour. Si tu construis une tour sur du sable mouvant, ta tour, elle va s'écrouler, c'est sûr et certain. Prends un peu cette image pour te dire que pour construire ta tour, tu as besoin d'une base solide et saine.
Et cette base en immobilier, ça va commencer automatiquement par ta toute première opération. Et pourquoi cette première opération elle est primordiale? Parce que si tu la foires, t'es pas mort. Genre, je vais pas dramatiser, t'es pas mort. Mais par contre, il va falloir d'abord que tu sortes de cette mauvaise opération-là pour en refaire une autre. Et bah, tu vas perdre un peu de temps. Tu vois, si t'achètes un mauvais investissement qui te rapporte, je sais pas, peut-être 4%, 5%, et puis derrière, tu prends même pas de la plus-value ou rien, pas top. Vraiment pas top. Tous les mois, tu vas devoir mettre de ta poche, etc. Tu vois. Par exemple, c'est comme les personnes qui commencent par du Pinel. Alors, moi, je suis pas anti-Pinel comme tout le monde est catégorique. Il y a certaines personnes, dont les personnes qui ont un haut revenu, le Pinel peut être pas mal pour eux en fonction du profil, etc. Mais une personne standard qui gagne moyennement sa vie, d'accord? Toujours, hein, les amis, il n'y a aucun mépris, hein, bien sûr. Mais une personne qui gagne, je sais pas, peut-être dans les 17, 18, 20 000 euros à l'année, bah automatiquement, le Pinel, c'est pas pour elle, tu vois. Le Pinel, c'est pas pour elle. Et pourtant, tu vois, les gens, ils sont un peu... ils vivent dans le monde des bisounours. On leur propose, leur conseiller, ils leur proposent ça. Ils t'enrobent ça dans du papier cadeau et te disent putain, c'est l'opportunité du siècle, mon ami, vas-y. Puis au final, bah, c'est de la merde. Donc, vraiment, la première opération, elle est primordiale. Je vous donne deux pistes. Il y a deux choix. Quand tu commences, il y a deux choix. Le premier choix, qui est pas mauvais, contrairement à ce qu'on peut entendre sur internet, etc., c'est d'acheter sa RP. Je m'explique. Quand tu achètes ta RP, quand tu la revends, t'es pas imposé sur ta plus-value, parce que c'était ta résidence principale. Donc ça peut être un bon levier. La résidence principale, ça peut être un bon levier. Achat-revente. T'achètes une maison en ruine, tu la retapes, tu la revends. T'achètes un peu plus gros, tu la retapes, tu la revends, etc. Ainsi de suite. Donc, on a déjà ce premier choix qui est pas mauvais, vraiment qui est pas mauvais. Ça peut être un booster de cash, tu vois. Ça peut être, tu peux faire des grosses opérations avec ça. Et puis, le deuxième choix, bah, c'est commencer par du locatif. Moi, franchement, j'ai commencé par du locatif, d'accord? Je regrette pas, c'est impeccable. Maintenant, je sais que la RP, ça peut être un gros levier. De toute façon, si vous écoutez ce podcast, là, vous savez que je suis bloqué, moi, dans mes investissements, tout simplement parce que je suis locataire. Moi, je suis locataire de ma RP. Donc, au niveau des banques, ça y est, ça bloque, ça passe plus. Je suis bloqué. Donc, il va falloir que j'achète une RP. Je vais acheter ma RP, mais je vais l'acheter de manière intelligente. Donc, je vais acheter quelque chose qui est flingué. Je vais le retaper, je vais le rendre magnifique. Je vais vivre dedans, et puis après, je le revendrai. Comme ça, j'aurais vécu dedans, entre guillemets, gratuitement, et en plus de ça, je me serais pris une plus-value. Donc faut vraiment être malin dans l'immobilier, d'accord? Et donc tu as deux choix. Soit tu commences par ta RP, soit tu commences par ton locatif. Les deux choix sont viables. Maintenant, si tu achètes ta RP, bah faut juste pas être con, tu vois. Tu vas pas acheter ta RP à te bloquer. Je sais pas, imaginons, tu as 200 000 euros on t'autorise 200 000 euros de prêt. Bah tu vas pas acheter une RP à 200 000 balles, tu vois. Tu vas acheter peut-être une RP à 100 000 plus 20, 30 000 euros de travaux. Quelque chose où tu peux rénover et derrière, quand tu la revends, bah, tu vas faire une plus-value. Tu vois. Donc il faut vraiment être malin. Deux choix, l'achat-revente RP ou le locatif. Et entre guillemets, je vous donne un petit tips comme ça, mais le locatif, tu peux faire passer ta résidence principale. Tu fais passer un locatif pour ta résidence principale. Tu te dis voilà, je voudrais vivre dedans. Et derrière, tu le reprends en location. Tu le mets en location. Au final, t'as changé d'avis. Tu passes ton projet en résidence principale et derrière, tu le mets en location. En fait, juste quand t'as monté ton dossier, t'étais dans cette optique et voilà, à la fin, t'as changé d'optique et
Maintenant, tu le mets en location. Et voilà, basta. Donc, vraiment, première opération, vraiment primordiale. Tu peux pas faire n'importe quoi sur la première opération. Sinon, si tu fais une mauvaise opération, regarde, imaginons que tu commences, tu fais ta première opération et puis il s'avère que c'est une catastrophe. Derrière, est-ce que tu penses que ton banquier va encore te financer? Il va dire, ah ouais, mais bon, monsieur, je vous ai donné ça, derrière, déjà, je vous ai fait plaisir en vous donnant un prêt, et puis derrière, en fait, je vois que bah, vous dites investisseur, mais derrière, en fait, c'est vous tous les mois qui remettez de l'argent pour combler le prêt. Donc, vraiment, première opération primordiale, hyper importante, tu peux pas la foirer. Donc ça, c'était le point numéro un. Le point numéro 2, et là, je suis sûr et certain que je vais te surprendre, mais le point numéro 2, c'est de se former. T'es choqué, hein? Se former. Se former, c'est hyper important. Parce que tu dois savoir plein de choses. Tu peux pas te lancer dans un projet, dans un investissement qui va t'engager pour 15, 20 ans, 25 ans. Et vraiment, je te conseille pas d'aller au-dessus. Tu peux pas te lancer dans ça sans être formé. Impossible. Parce que tu dois savoir plein de choses. Dans l'investissement immobilier, il faut savoir où et quel bien chercher. Tu dois savoir des choses sur la négociation, comment tu peux négocier. Et je ne te parle pas nécessairement de baisser le prix du bien, tu vois. Il y a plein d'autres choses que tu peux négocier. Comment mettre en place vraiment une relation bancaire. Tu vois, c'est pas comme monsieur tout le monde. Hein, nous, on n'est pas monsieur tout le monde. On va pas voir le banquier pour lui dire oui, je veux acheter ma RP et c'est le seul achat que je ferai dans ma vie. Non. Donc, important, comment on met en place une relation bancaire. Comment on chiffre les travaux. Alors bien sûr, je ne te dis pas de devenir artisan, mais tu dois être capable à un moment de chiffrer de manière approximative. Pareil, si tu dois être capable, je te dis une bêtise, mais de vérifier la toiture. Tu vois, tu dois être capable, alors grossièrement, d'accord, je te demande pas d'être un as et d'ouvrir une école dans ça, mais vraiment, tu dois toucher à tout. Tu dois être un couteau suisse. Tu dois savoir faire à peu près tout. Donc, chiffrage de travaux. Et puis, pareil, comment on fait vraiment quand on est sur le terrain, comment ça se passe. Parce que combien de personnes se font embobiner par les agents IMO? Les agents IMO, ils sont là pour vendre. Tu te doutes bien que ils vont pas déglinguer leurs biens et toi te faire fuir. Donc ils essayent d'enrober la chose, tu vois. C'est pareil, ils te le mettent aussi dans du papier cadeau. Ils te disent waouh, c'est l'opportunité du siècle, monsieur. L'opportunité du siècle, c'est pour vous. Faut pas la rater. Et derrière, quand tu as signé chez le notaire, l'agent IMO, il est plus là. Hein. C'est toi et toi-même. Donc voilà. Et pareil, donc le point numéro 2, se former. Et vraiment ne pas hésiter à se faire accompagner par des investisseurs, entre guillemets, seniors. Des personnes qui ont vraiment un background, qui ont vraiment de l'expérience. Et ça, j'en reviens, j'en ai parlé dans un des épisodes, mais vous en trouvez partout. Des gens qui veulent vraiment vous aider, vous avez des rendez-vous d'investisseurs, etc. Moi, je vous conseille d'aller dans ces rencontres-là, et il y a des gens qui vont vous aider. En général, les investisseurs, c'est pas des enfoirés. C'est des gens qu'on soutient mutuellement. Voilà, ça c'était le point numéro 2. Le point numéro 3, alors ça reprend un peu le point numéro 2, mais je l'ai vraiment mis à part parce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important. C'est l'attitude face au banquier. L'attitude face au banquier, par là, je veux dire, en fait, vraiment, c'est votre dossier bancaire. Votre dossier, il doit être vraiment, il doit être magnifique. Limite, il doit sentir la rose, tu vois. Il faut que tu l'aies monté d'une façon ordonnée, précise, qui réponde directement aux interrogations. Le banquier n'a même pas le temps de se poser les questions que toi, tu lui as déjà répondu. Il a déjà toutes les infos.
Et vraiment, hein, je te dis, ce dossier-là, le dossier bancaire, il fait vraiment la diff avec tous les autres dossiers. Moi, je peux te dire que quand je vais voir un banquier, je lui sors mon PDF. C'est un PowerPoint que j'exporte en PDF et j'ai tout dessus. Bah, le mec il est choqué. Le conseiller il est choqué. Et à chaque fois, les réactions c'est ah oui, effectivement, ils ont rien à dire. C'est tellement propre. Il n'y a pas d'accro, il n'y a pas d'accro, il n'y a rien. J'ai fait tous les calculs pour lui. J'ai calculé mon taux d'endettement. J'ai calculé la pondération des loyers. Tout, 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 tout. Mon reste à vivre, ma capacité d'emprunt, tout. Donc, quand tu fais ça, en fait, tu facilites vraiment la prise en charge de ton dossier et il sort du lot. Il sort du lot. Et tu vois, quand tu fais un rendez-vous bancaire standard pour faire une demande de prêt, on te dit, alors vraiment, quand tu connais pas, quand tu viens les mains dans les poches, on te dit, oui, présentez-moi votre dossier, d'accord. Bon, bah, ok, on va reprendre un rendez-vous, il me faudrait les pièces, un tel, un tel, un tel. Maintenant, si toi t'es malin, t'as préparé ton dossier, il est ficelé de A à Z, tu as toutes les pièces, même plus. Il va se passer quoi? Il va te dire, ah, il me faudrait ces pièces-là. Eh ben écoutez, ça tombe bien, tenez, je les ai là. Bam, on perd pas de temps. Tu lui montres que t'es pas là pour épiler des kiwis, tu vois. On n'est pas là pour tricoter, pour attendre. Nous, on veut du concret. Tu lui montres que t'es pas là pour perdre ton temps et t'es pas là pour lui faire perdre son temps. T'es quelqu'un de sérieux et donc, normalement, tu marques des points. J'ai marqué aussi que vous devez, tu vois, tu montres au banquier que tu es là vraiment pour du concret. Et il faut que tu sois proactif et que tu défendes ton projet. Il faut automatiquement, le mec, il va te dire, il va essayer de te piéger, tu vois. Il va te dire, bam, toi tu es là. Franchement, c'est un match de boxe. Tu défends ton projet. Dis-toi que l'immobilier, vraiment, c'est un business. L'immobilier, c'est un business. Vraiment. Au cas où, si je te l'apprends, c'est de l'entrepreneuriat, l'immobilier. D'accord? Donc, sois un entrepreneur. Sois un entrepreneur qui a envie de réussir. Donne-toi les moyens. C'est ton bébé, tu le défends, c'est normal. Donc, il faut que tu te donnes vraiment les moyens. Défends ton projet. Maintenant, j'ai séparé en deux petites catégories parce que tu peux pas aller n'importe comment chez le banquier. Tu vois, si tu fais ça, déjà, le dossier bancaire, tu le fais, il est nickel. Là, tu as déjà marqué des points. Maintenant, tu n'as pas marqué tous les points, je te rassure. Il t'en manque. Et ça passe notamment par la gestion du compte. Tu peux pas aller voir ton banquier avec un dossier nickel chrome et derrière ton compte, il est merdique. Tu peux pas. Donc, la gestion de votre compte, elle est hyper importante. Si tu veux te lancer dans l'immobilier, ou peu importe, même dans l'investissement général, ton compte, il doit être nickel. Tu peux pas aller le voir avec des préconsos, des découvertes tous les mois, etc., etc. Il faut que tu montres que tu sois sérieux et responsable. Donc automatiquement, et vraiment je te le dis, je veux aucun préconso, aucun découvert. Sinon ça veut dire que tu n'es pas encore prêt. Tu dois attendre, mets de l'ordre dans tes affaires et ça viendra après. Donc vraiment, tu veux montrer que tu sois sérieux, pas de préconso, pas de découvert. Il faut que, juste un petit rappel comme ça, mais en gros, quand tu démarches ta banque, bah, ta banque elle a ton historique de compte, donc malheureusement tu peux pas, entre guillemets, mentir. Maintenant, si tu vas démarcher une autre banque, on te demande les 3 derniers relevés de compte. Donc faut pas être con, mais si tu vas démarcher d'autres banques, bah mec, tu te serres la ceinture, ou meuf, hein, tu te serres la ceinture pendant 3 mois, et tu fais plus de resto, oublie le casino, tous les trucs comme ça, oublie. FDJ, tous les trucs de merde comme ça, oublie. Pendant 3 mois, tu te serres la ceinture.
te donne un petit tips comme ça. Maintenant, il y a des banques en ligne. Moi, je suis chez... moi, parce que je voyage pas mal, du coup, moi, je suis chez Revolut. Et toutes mes dépenses de merde que je dois faire, bah, je les fais sur Revolut. Et ce compte-là, je le montre pas. Alors bien sûr, j'abuse pas, hein, d'accord? Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'abuse pas, hein, tu vois. On va dire peut-être... si t'as des dépenses de merde à faire, bah tu les fais passer sur ce compte-là. Et au moins, sur ton compte bancaire principal, ça se voit pas. Et alors bien sûr, hein, tu vois, je te dis ça, il faut pas que tous les mois t'envoies de l'argent de ton compte bancaire principal à ton compte Revolut et que t'envoies tous les mois 300, 400 balles, tu vois, c'est trop gros. Non, je sais pas, tu fais une petite somme, tu te vires, je sais pas, 300 balles et puis ça te fait 6 mois, enfin tu vois, je sais pas, hein, je te dis ça comme ça. Mais voilà, t'as compris l'idée, tu vois ce que j'ai envie de te dire. Deuxième point important, les amis, c'est, après la gestion du compte, c'est l'épargne. L'épargne, le flouze sur le compte, l'argent, c'est hyper important. Hyper important. On ne te demande pas d'avoir 100 000 euros de côté, ou même 50 000. C'est pas vrai. Tu dois avoir un petit pécule de côté quand même, histoire de... Si t'as un coup dur, tu vois, je te dirais 5-10 000 euros, c'est bien. C'est pas énorme, 5 000 à 10 000 euros. Mais on te demande aussi surtout, c'est d'être capable tous les mois, tu dois être capable de mettre de l'argent de côté. Vraiment, je te parle pas. Alors, tu vois, c'est encore une fois, tout est relatif en fonction des personnes qui écoutent. Mais si tu mets 10-20%, c'est le minimum. 10-20% de ton salaire, c'est le minimum. Et pour les personnes qui gagnent peu, tu vois, j'entends par là les personnes qui sont au SMIC. Je sais que c'est dur. J'ai été, tu sais, j'ai bossé au McDo. Je sais ce que c'est. J'ai gagné des 800 balles. Je sais que c'est dur, mais il faut que tu fasses des choses à côté. Essaye, trouve des choses pour mettre plus d'argent de côté. Il y a plein de solutions, hein. Je ne vais pas te les évoquer ici, mais t'as plein de moyens de te faire un peu plus d'argent sans en dépenser énorme. Donc voilà, l'épargne, les amis, vraiment important. Tu dois avoir, franchement, 5-10 000 euros de côté, c'est la base. Et tu dois prouver que tous les mois, tu es capable de mettre de l'argent de côté. Et c'est minimum 20%. Et vraiment, si je te le dis, c'est le minimum. Plus tu gagnes, il faut que tu te forces à vivre vraiment avec ce que tu as besoin. Il faut pas que, je sais pas, hein, je te dis une bêtise, mais regarde, c'est dans la logique humaine. Vraiment, si tu travailles pas ton mindset sur ça, automatiquement, tu vas faire ce que je vais te dire. En gros, quand tu vis avec le SMIC, tu arrives à vivre. Imaginons que tu trouves un autre travail, tu vas gagner 2000, tes besoins ils vont augmenter. Et tu n'arriveras plus à vivre avec le SMIC. Pareil, si tu gagnes plus de 2000, imaginons, je te dis une bêtise, tu gagnes 3000. Eh ben, tu n'arriveras plus à vivre avec 2000. C'est comme ça, c'est l'humain est fait comme ça. Il faut que tu arrives à toi à te cerner et à euh, te maîtriser. J'arrive pas à mettre le bon mot dessus, mais il faut que tu arrives vraiment à te dire de vivre avec 1005, tu vois, par exemple. Tu gagnes, je sais pas, 4, 5000, tu vis avec 1005. Tout le reste, c'est de l'argent de côté. Tu gagnes 2000, tu vis avec 1005. Tu gagnes 1005, bah t'essayes de vivre avec 1002, 1003. T'essayes de mettre un petit peu de côté, tu vois. Donc vraiment, il faut j'arrive toujours pas à mettre le mot sur ça, mais bref, vous avez compris l'idée, les amis. Donc vraiment, l'épargne, hyper important.
hyper important. Tu dois être capable d'épargner tous les mois, c'est un gros point noir sinon. Et justement, tu vois, la transition est toute faite parce que je vais te donner les critères que la banque utilise pour faire son scoring bancaire. Alors le scoring bancaire, si tu sais pas, en gros le scoring bancaire c'est une note qui est attachée à ton dossier. Si tu fais de la merde tous les mois, que tu es en découvert, que tu n'épargnes pas, que tu as des crédits conso, etc., ta note elle va être flinguée. Au contraire, si tu es quelqu'un qui a des comptes toujours au vert, tous les mois tu finis en positif, tu as de l'épargne de côté, t'as pas de crédit à la conso, t'as rien, ta note, elle va être top. Et donc, je vais te donner les critères du scoring bancaire. Alors, bien sûr, ça diffère en fonction des banques. Mais ça, c'est le canevas général, on va dire. Alors, vraiment, quand on établit ton scoring bancaire, en fait, on va prendre plusieurs choses en compte. Il y a vraiment la partie qui est attachée au dossier que tu as monté chez eux, à savoir s'il y a des travaux, si tu investis en nom propre ou en société, si tu comptes mettre de l'apport. Il y a également la durée d'emprunt. Plus tu vas prendre une durée courte, mieux ce sera. Plus tu vas prendre une durée longue, moins la note sera élevée. Est-ce que tu es déjà propriétaire de ta RP? Est-ce que tu as des enfants à charge? Est-ce que tu es multi-bancarisé? C'est-à-dire que tu as plusieurs comptes dans plein de banques? Est-ce que tu es en positif ou en négatif à la fin du mois? Ta capacité d'épargne, tu vois ce que je te disais? Il faut que tu sois capable d'épargner tous les mois. Est-ce que sur ton compte, il y a des incidents bancaires? Des AGO, tu finis ton compte en moins et du coup on te prélève des frais de relance, etc., etc. Est-ce que tu es comment dire? Est-ce que tu es salarié du secteur privé, du secteur public, ou est-ce que tu es un entrepreneur, un chef d'entreprise? Ton type de contrat, est-ce que tu es en CDD ou en CDI? Tes revenus annuels, est-ce que tu gagnes moins de 20 000, plus de 20 000, plus de 30 000, plus de 40 000? Tu te doutes bien que plus tu gagnes, mieux c'est pour toi. Ton ancienneté dans l'emploi, alors il me semble que c'est moins d'1 an, entre 1 an et 3 ans, et plus de 3 ans. Ton endettement actuel, plus ton endettement est haut, tu te doutes bien que moins ça fait triper la banque, tu vois. Est-ce que tu as des préconsos? Est-ce que tu as de l'épargne disponible? Est-ce que tu es propriétaire d'un bien sans prêt? Et donc tout ça, mais tu vois, il y en a déjà pas mal, hein. Je pense qu'il y en a à peu près 15. Et c'est grâce à ça qu'on va établir ta note. Et cette note-là, en gros, si elle est mauvaise, ton dossier sera automatiquement refusé. Si elle est bonne, ton dossier il sera pas accepté, entre guillemets, mais il sera en bonne voie. Donc vraiment, le scoring bancaire, c'est quelque chose d'hyper important. Et en tant qu'investisseur, tu dois le prendre en compte. Il faut que tu mettes en place des choses pour améliorer ton scoring bancaire. Il faut que ton dossier soit vert, c'est normal. Mets-toi à la place de la banque. Si toi, ça serait ta banque. Tu financerais un mec qui finit tous les mois dans le rouge, qui a vraiment du mal à gérer son argent? Non. Et c'est logique. Donc c'est pareil pour la banque. Elle a le même raisonnement que toi. Donc c'était le point 3, donc vraiment la relation avec la banque. Et c'est un gros pavé, hein. Franchement, c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. Parce que clairement, c'est la banque, c'est vraiment la pièce maîtresse de ton investissement. Si tu montes ton dossier il est magnifique, il est parfait. Tu as trouvé une pépite du 45% de rentabilité si tu veux. Mais si derrière t'as pas de financement, ton 45% de rentabilité il te sert à rien. Donc vraiment,
la banque, c'est la pièce maîtresse de l'échiquier de l'immobilier. Waouh. Ça m'est sorti comme ça. Donc voilà, ça c'était le point numéro 3. Le point numéro 4, j'ai voulu parler de investir son temps ou son argent. Alors ça, je pense que ça va parler à tout le monde. Parce que moi, je l'ai eu aussi, ce truc-là, quand j'ai commencé. Mais en fait, quand on débute, on a envie de limiter le coût des travaux. Toujours. On dit, ah putain, là, j'ai fait un devis, c'est cher. Ouais, c'est cher. Et je le comprends. Ça, sur ça, il n'y a pas de problème. Les travaux, ça coûte, quelquefois, ça peut coûter extrêmement cher. Et du coup, on se dit, ah bah attends, je vais juste faire le minimum. Et puis le reste, je le ferai moi-même. Le reste, je le ferai moi-même. Je le ferai tout seul. Et franchement, bah c'est pas vraiment la bonne. Alors, tu vois, il n'y a pas de réponse toute faite. Et en fait, ça dépend vraiment de ta situation. Parce que tu vois, si tu as énormément de temps disponible, si tu touches vraiment un peu en bricolage, etc., bah ouais, fais une partie de tes travaux toi-même. Maintenant, si bah, t'as pas énormément de temps, t'es pas, t'es pas un as dans les travaux, on te demande de changer, on te demande de déboucher un toilette et t'es en PLS. Est-ce que tu vas faire tes bandes? Est-ce que tu vas mettre en peinture, tu vois? Je sais pas. Et surtout, si tu mets en peinture et que, tu vois, le genre de mec qui met en peinture et qui déborde de partout. Putain, c'est dégueulasse. Tiens, attends, petit aparté. Ça me fait penser. Putain, les amis, franchement, la dernière fois, je suis parti voir un locataire et il me dit oui, oui, j'ai mis en peinture, etc., etc. Et cetera. Et tu sais très bien que, ou si tu le sais pas, je te l'apprends, mais tu peux pas interdire ton locataire de mettre en peinture. C'est chez lui. Il fait ce qu'il veut. Donc, bah, t'es obligé de dire un peu amen, tu vois. Sauf s'il met une couleur vraiment, un truc flingué, qui sort vraiment de l'ordinaire. Il y a une jurisprudence qui dit que tu peux interdire, etc. Mais en général, on va rester sur du général. Tu peux pas interdire ton locataire de mettre en peinture. Donc vraiment, s'il a envie de mettre en vert, bah il met en vert. Basta. Et en fait, ce qui s'est passé chez ce locataire-là, c'est que moi, je lui ai donné l'appart tout en blanc, d'accord? Comme la plupart, en fait. À chaque fois que je fais un switch de locataire, je mets toujours en blanc. Parce que c'est neutre, et au moins, moi, j'aime bien le blanc. Et donc, il m'invite chez lui, du coup. Et puis, putain, je vois la peinture. Oh. Pas dégueulasse, hein. Franchement, la couleur était pas dégueulasse. C'était du bleu turquoise. Mais moi, tu sais, je suis titilleux et je regarde au détail. Et je lève les yeux au plafond. Et tu vois dans les coins, putain, ce mec, oh là là, rien de t'en parler, putain, je suis blasé. En fait, il a fait au pinceau en haut et il a débordé partout sur le plafond. Dégueulasse. Dégueulasse. Donc, tu vois, bah ça, c'est quelque chose que quand il va se barrer, bah je vais devoir repeindre tout en blanc, parce qu'il a fait de la merde. Et putain, du coup, je suis en train de regarder mon plafond, là, je sais pas pourquoi, mais ça va, chez moi, c'est propre. Chez moi, c'est tout blanc, donc bon. Et donc, voilà, c'était la petite aparté que je voulais vous partager. Hashtag amitié. Et donc, voilà. J'en étais où? Ah ouais. On est tenté de faire ses travaux soi-même. Et c'est vrai. Ça coûte cher. Les travaux, ça peut coûter cher. Il y a des choses. Alors, il y a des choses qu'on peut faire tout seul, tu vois. Par exemple, des petits trucs, des petites broutilles, on peut faire. Mais pour les. Tu vois, par exemple, moi, poser du carrelage, je le ferai pas. Poser du carrelage, je le ferai pas parce que je vais faire de la merde, c'est sûr.
Alors je pourrais apprendre, effectivement. Maintenant, est-ce que j'ai envie d'apprendre? Clairement, non. Et ça va pas me servir, parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire des travaux. Donc automatiquement, je suis obligé de passer par des sociétés. Et je voulais rebondir sur ce point parce que au début, voilà, on veut vraiment limiter l'argent. Mais le problème, c'est que dans l'investissement, il y a pas que l'argent, tu vois, il y a aussi le temps. Et même, juste aussi comptablement, le fait de faire par une entreprise, effectivement, ça va te coûter un peu plus cher. Mais derrière, si tu as choisi le bon système fiscal, bah, c'est de l'amortissement. Ou c'est des travaux qui sont déductibles, tu vois. Donc c'est pas de l'argent que tu perds en vrai. Toi, ça va te faire un trou dans ton compte, c'est sûr. Mais au final, tu vas le récupérer ailleurs. Alors tu le verras pas. Parce que c'est des choses que tu ne vas pas payer. Mais au final, c'est ces travaux-là, par exemple, qui t'auront fait ne pas payer d'impôts pendant X années. Alors que si tu fais tes travaux toi-même, tu vas juste pouvoir déduire tes matériaux et puis basta. Donc voilà, il faut vraiment prendre le temps de se poser et de regarder si on investit plus son temps ou on investit plus son argent. C'est le choix de chacun. Au tout début, tu peux faire tes travaux toi-même. Ça va te prendre un peu plus de temps, c'est des loyers que tu vas pas percevoir en attendant, etc. À toi de voir. À toi de voir. Après, tu es le seul maître à bord, hein. C'est ton investissement, tu fais ce que tu veux dedans. J'ai beau te dire non, passe par une société de travaux, te prends pas la tête. Si toi derrière tu te dis non, bah c'est non. Et après t'assumes. Donc ça c'était le point numéro 4. Et le point numéro 5, on va bientôt clôturer parce que ça fait déjà 43 minutes quand même. Le point numéro 5, j'ai fait un podcast dessus, un épisode entier, c'est l'étude de marché. L'étude de marché, elle est vraiment primordiale aussi, tu vois, c'est vraiment sur ça que tu vas te baser pour savoir si tu investis ou pas. Donc vraiment, si t'as pas écouté cet épisode de podcast, j'en ai fait un, et je crois il dure hyper longtemps. Franchement, c'est vraiment un épisode de podcast qui est vraiment qualitatif. J'ai vraiment mis du concret dedans. Donc si t'as l'occasion, va vraiment écouter cet épisode qui est riche en informations. Donc voilà, j'en ai clôturé sur le point numéro 5. Donc ça les amis, c'était les 5 points importants vraiment que je peux donner comme conseil pour les gens qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier. Après, il n'y a pas de secret. Si tu veux te lancer, à un moment, il va falloir passer à l'action. Il va falloir passer à l'action. Arrête d'avoir peur. La peur, c'est normal. La peur, c'est normal. Maintenant, discipline-toi. Voilà, putain, je viens de retrouver le mot. Discipline. La discipline. Le mot que je cherchais tout à l'heure, discipline, c'était sur... c'était sur quoi? C'était sur le fait de vivre avec 1500, 2000, 3000. Il faut que tu te disciplines pour vivre. Par exemple, tu as 3000 euros de salaire, discipline-toi pour vivre avec 1500. Voilà, j'ai retrouvé le mot avant la fin de cet épisode. Magnifique. Donc voilà, il faut que tu te disciplines, que tu te mettes en tête un objectif et que tu mettes tout en œuvre pour atteindre ce fucking objectif, tu vois. Si tu changes rien, j'arrête pas de vous le répéter dans ces épisodes, mais il y a personne qui va te prendre par la main et qui va te dire allez, fais-le. C'est vraiment toi, tu as envie de changer, fais-le. Fais-le. Entreprends ton changement. Sois acteur de ta vie. N'aie pas peur de passer à l'action. Il va t'arriver quoi? Il va t'arriver quoi? Tu te rates. Tu vas mourir? Non, tu vas pas mourir. Il peut avoir quoi de pire? Il n'y a rien de pire que ça. Donc, lance-toi. N'hésite pas.
tu seras fier. Après, tu seras fier, vraiment, en toute humilité. Moi, je te le dis, je suis fier de ce que j'ai fait. Moi, je suis fier. Quand je vois des personnes qui étaient où on a commencé au même niveau, et là où j'en suis et eux où ils en sont, bah oui, je suis fier. Et il faut pas avoir honte de le dire. Donc, hésite pas, vraiment, lance-toi. Prends-toi en main, forme-toi et lance-toi. Et même si tu as peur, commence petit. Et je te demande pas d'acheter un building à je sais pas combien de millions. Achète un petit studio. Tu peux trouver des studios à 30 000 boules. 30 000 euros, c'est rien. Tu crois que c'est ça qui va ruiner ta vie si tu te rates? Un studio à 30 000 euros? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc vraiment, lance-toi, forme-toi, forme-toi auprès des vidéos YouTube, il y en a des millions. Alors il y en a des quali et il y en a des moins quali. Mais forme-toi. Bon, on va se calmer maintenant. Non mais franchement, à vous qui écoutez ce podcast, vraiment, j'ai vraiment envie de vous donner la rage pour vraiment changer votre vie. Vraiment, ça m'attriste qu'il y a des gens qui sont en galère et que ils peuvent, ils font rien pour changer, tu vois, ça m'énerve. Tu vois, je l'ai déjà dit dans un podcast, mais si je pouvais prendre tout le monde et vous emmener à un point A à point B, putain, je le ferais, mais c'est pas possible. Tu sais, tu peux pas accompagner tout le monde. Le changement, il doit venir de toi-même. Donc voilà. Bon, j'en ai fini sur cet épisode, les amis. Écoutez, vraiment, j'espère que vous allez passer une bonne semaine. Que vous allez passer une agréable semaine. Que elle sera meilleure que la semaine dernière. Qu'il va vous arriver plein de bonnes choses. Que tu seras meilleur que la semaine dernière. Et que tu mettras en place la petite pierre, tu vois, pour progresser dans ton projet. Donc voilà, c'est tout le mal que je te souhaite, vraiment comme d'hab, hein. Et en tout cas les amis, je vous souhaite voilà, une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao ciao.